Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le Phénomène Campus, cette deuxième édition. Vous savez, l'année dernière, on s'était retrouvés, on était tous en distanciel avec la moitié de cas de Covid partout en France. Et cette année, on a décidé de se retrouver physiquement, mais on n'avait pas envie de refaire une édition sans vous parler quand même à distance. Donc nous voilà en direct à nouveau pour vous raconter plein de choses autour de la création étudiante dans la culture et dans les médias, puisque c'est le thème de notre événement. C'est marrant parce qu'en fait, j'ai pas du tout demandé en régie, Romain, que je salue, où je devais regarder, quelle caméra je devais regarder. Donc c'est du live, c'est celle-ci. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau ici qui est installé au CCO de Villeurbanne, à 2 pas du centre-ville de Lyon. C'est très chouette. On a fait une première soirée hier pour ce week-end de clôture avec plein d'artistes très chouettes qu'on salue. Donc on avait Elia Labouclé et ses musiciennes. On avait Bonneville, Climax. Climax, Collimateur et Send Me Love Letter. C'était vraiment très chouette. Et ce soir, il y a une soirée tout aussi chouette qui nous attend, puisque tu as le programme en tête, Lucille. On est avec Suspense, hein. Aimer la chef, ça absolument. te parle? Bah oui, T'as bossé quand même avant de venir sur le plateau, là. T'as tout travaillé. j'ai tout travaillé, j'ai tout retenu par cœur, le programme Citron sucré, en sucré. que certains connaissent, et Novopol. Absolument. Et ça va être génial, musique électronique pendant plus de 3 heures. On a hâte. On a hâte. Donc bonjour Lucille, parce que c'est vrai que je te présente pas. Bonjour. Euh, Bonjour à tous. et puis sur notre plateau, on a le grand plaisir d'avoir les 2 volontaires d'AnimaFac Lyon, qu'on ne présente plus, on va quand même vous les présenter par politesse, parce que tout le monde vous connaît, mais quand même, Lisa et Mathilde. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous deux. Et vous allez aujourd'hui venir nous parler un peu engagement étudiant dans la culture et les médias, avec des associations qui vont venir nous raconter bien ce qu'elles font au quotidien et en quoi leur rôle est important dans tout ce milieu de la création étudiante. Parce qu'on est là pour en parler. Vous savez qu'on sort de 15 jours d'animation partout en France. Qu'on a labellisé sur tous les campus de France. Presque tous. Ouais, presque tous. On avait des événements à Montpellier, Paris, Toulouse Clermont-Ferrand, et Lyon. Avignon, Mm. ouais, Nantes. Hein, il y a eu beaucoup d'événements. C'était une belle édition. Donc n'hésitez pas à venir ce soir pour finir en beauté ici à Villeurbanne. Si vous venez de l'autre bout de la France, venez quand même. En fait, on va passer un bon moment. Et je suis regardé d'ores et déjà de travers alors que l'émission vient de commencer par Jessica. Moi, je vais rapidement vous laisser la main en fait pour accueillir sur le plateau bien les jeunes engagés que vous avez choisi d'interviewer. Je vais vous laisser avec Lucille. Générique. Et on accueille Samy de ESN Lyon qui vient de rejoindre notre plateau. Bonjour Samy. Bonjour. Je laisse les filles te poser quelques questions. Bonjour Samy et bienvenue sur le plateau. Donc tu vas commencer par te présenter un petit peu à nous. Donc de quel asso viens-tu, dans quel domaine tu effectues tes études, etc. Ouais, pas de souci. Alors, je m'appelle Samy, j'ai 29 ans, je suis plus étudiant, mais je traîne toujours dans le milieu étudiant, c'est déjà ça. Je travaille au niveau du service des relations internationales à l'université de Dijon, l'université de Bourgogne, et je reste toujours dans le milieu associatif parce que je suis membre de l'association ESN Inside Dijon, donc l'association qui fait partie du réseau Erasmus Student Network, qui s'occupe principalement de l'accueil, l'intégration, l'inclusion des étudiants internationaux qui viennent en mobilité, mais aussi de la sensibilisation, promotion, accompagnement à la mobilité internationale pour que tous ceux qui souhaitent partir à l'étranger aient les opportunités de le faire. D'accord, merci. On va parler un petit peu engagement maintenant. Donc est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager? Ça remonte à très longtemps. Je suis engagé dans l'associatif et l'associatif étudiant depuis pratiquement 10 ans maintenant. Au tout début, c'était ma première année d'université avec des amis et des camarades de classe. On avait pas mal de points communs. On avait pas mal d'envie de partager des choses ensemble et on trouvait ça un peu dommage qu'on puisse pas partager avec plus de monde. Au niveau associatif à Dijon, il y a quand même pas mal d'assauts, mais quand on arrive en première année, on connaît pas trop ce qu'il y a. Donc on s'est dit bon, pourquoi pas le faire nous-mêmes? Pourquoi pas créer quelque chose nous-mêmes? Du coup, on était 7, on s'est mis ensemble, on a créé notre propre asso qui s'appelait Urban Cactus et qui avait pour objectif de promouvoir un peu tout ce qui était culture et culture alternative. Donc on a rassemblé un peu nos centres d'intérêt et on s'est dit, bah voilà,
qu'est-ce qu'on aime faire. On aime le cinéma étranger, le cinéma indépendant, donc on va essayer de promouvoir ça. On aime la musique, on a essayé de promouvoir aussi tout ce qui était musique indépendante, musique sous genre ou musique alternative. On aimait bien aussi tout ce qui était sport urbain, qui se voyait pas trop sur Dijon, donc on a commencé aussi à faire des ateliers là-dessus. Et voilà, petit à petit, on a essayé d'agrandir et d'intégrer les étudiants et de faire en sorte que les étudiants soient sensibilisés à ces thématiques-là, que élargir un peu le champ de la culture à aussi ces champs-là qui n'étaient pas trop représentés au bout d'un moment, on s'est rendu compte, n'étaient pas trop représentés à Dijon. Et ça m'avait plutôt plu, j'aimais bien le côté associatif, donc j'ai continué à m'engager. Je suis parti 1 an à l'étranger et en revenant, j'ai décidé du coup d'intégrer ESN qui se rapprochait plus des thématiques qui me plaisaient et voilà, j'avais envie de développer autre chose et je me suis dit tant qu'à faire autant développer le côté international. D'accord. Et du coup, ESN Dijon est implanté depuis combien de temps sur le campus dijonnais? Alors ESN Dijon existe depuis 2008. On, on essaye de développer pas mal de choses. On était principalement au niveau de l'université de Bourgogne. Maintenant, on touche un peu à tous les établissements qu'il y a sur Dijon, que ce soit école de commerce, école d'ingénieurs, école agronomique. On essaye de toucher un peu à tout. Et voilà, depuis bientôt 15 ans, on essaye d'accompagner au mieux tous les étudiants internationaux qui arrivent à Dijon. D'accord, merci. Et est-ce que c'est une association en expansion ou justement elle reste un peu stable depuis 15 ans où vous essayez de développer de nouvelles thématiques, etc., etc.? C'est une asso qui se développe beaucoup sur, on va dire, je suis vraiment actif dedans depuis 5 ans et je remarque vraiment l'évolution qu'il y a depuis 5 ans ESN Dijon. Là, on a vraiment des envies de grossir encore plus. On essaye de trouver des financements et d'être accompagné pour pouvoir avoir un salarié, qu'on vise la professionnalisation. Mais pour l'instant, on est à peu près à une quarantaine, cinquantaine de bénévoles, on va dire, quand pic de l'année. En moyenne, on est autour de 20-30 bénévoles. On a aussi pu développer pas mal de champs d'action. À la base, on était vraiment sur l'accueil des étudiants internationaux. Maintenant, on essaie de toucher à pas mal de thématiques. On essaie de toucher à l'inclusion sociale, à la culture, au bien-être. Donc voilà, essayer toujours avec cette thématique internationale, mais de pouvoir englober pas mal de choses et on continue à développer plein de nouvelles thématiques, plein de nouvelles actions. Et alors justement, vous faites quoi plus précisément dans le champ de la culture? Alors, au niveau de la culture, donc on a un pôle culture au niveau de l'association et notre objectif, c'est euh, de présenter, d'introduire au mieux toutes les activités culturelles qu'il y a sur Dijon, mais aussi qu'on propose nous, pour que les étudiants internationaux qui viennent, qui découvrent Dijon, qui découvrent la France, puissent aussi découvrir la culture française. On a souvent en tête les étudiants quand ils viennent, voilà, ils viennent faire la fête ou ils viennent tout ça. Alors que non, ils viennent aussi pour découvrir quelque chose de nouveau et nous, on appuie vraiment là-dessus et c'est une de nos missions potentiellement partagée avec pas mal d'autres assos ESN, mais surtout présente à Dijon, la promotion de la culture française, de la culture bourguignonne, parce qu'on croit vraiment là-dessus. On a vraiment cette idée en tête des étudiants qui ont besoin ou qui ont cette envie d'accéder à tous ces éléments culturels qui n'ont pas forcément chez eux et pouvoir partager ça avec eux, c'est, on va dire, quelque chose d'assez important. Donc on essaie de toucher un peu et de leur présenter différentes thématiques culturelles et de voir selon les centres d'intérêt de chacun un peu ce qui peut être mis en place. C'est génial. D'accord. Et du coup, est-ce que ESN prône aussi le partage des cultures du monde sur les campus? Quel rôle peut avoir vraiment ce partage de culture? Oui, on croit aussi beaucoup à ça. Une des missions du réseau ESN de façon générale, c'est de développer la société via les étudiants internationaux. Donc, avoir vraiment cet aspect internationalisation qui est présente. Nous, on mise à fond sur la mixité, sur le mélange, sur la rencontre. On essaie de faire en sorte que les étudiants internationaux se connaissent entre eux. Donc ça, c'est cool, ça se passe bien. Il y a des moments conviviaux qui se passent plutôt bien. Mais aussi de faire en sorte qu'ils rencontrent d'autres étudiants français ou des jeunes français de façon générale et qu'il y ait cet échange qui existe. De notre point de vue à nous, et on le remarque assez souvent quand on fait des activités comme ça, pouvoir offrir cette opportunité-là à des étudiants français qui ne sont pas partis, leur permettre de rencontrer des étudiants internationaux, des jeunes internationaux, parler, échanger, avoir confronté des avis.
Quand on est resté qu'en France ou quand on étudie qu'en France, on va avoir une certaine vision des choses, pouvoir l'échanger avec quelqu'un qui a étudié ou qui vient d'un autre pays, qui a une autre culture, une autre vision. C'est hyper important. Et on essaie de proposer aussi des actions, faire en sorte que les étudiants ne soient pas que acteurs, pas que spectateurs plutôt, mais qui soient aussi acteurs. On organise pas mal d'activités là-dessus. On va dire, un événement phare qu'on faisait avant le Covid. Malheureusement, on a dû un peu changer nos plans. Mais c'était les International Dinners, où chaque étudiant ramenait une spécialité de son pays. Et puis, c'était ouvert à tout le monde. On organisait ça surtout dans le centre culturel au niveau de l'Université de Bourgogne. Et ça permettait à n'importe qui de venir goûter des spécialités d'un autre pays et ouvrir la discussion, créer ce lien-là. Et on va dire que c'était notre gros événement phare. Après, on essaye aussi, avec nos partenaires culturels au niveau de la ville, de proposer et de mettre en avant quand il y a des spectacles de troupes qui viennent d'autres pays ou des pièces de théâtre étrangères ou des choses comme ça pour aussi permettre de développer cette partie-là. Et du coup, je vais rebondir sur un thème qu'on a déjà un petit peu abordé, mais pour toi, est-ce qu'il est important qu'un étudiant Erasmus participe à des événements culturels locaux pour mieux s'intégrer et comprendre l'environnement local dans lequel il est? De mon avis à moi, oui, c'est assez important. J'aime bien prendre toujours un peu l'image des touristes. Quand on part en vacances à l'étranger, il y a toujours deux types de touristes. Il y a le touriste qui veut juste profiter, aller à la plage, chill et tout. Et il y en a d'autres qui veulent faire des activités culturelles, visiter des musées, voir des monuments, des choses comme ça. Donc c'est bien quand on part, je sais pas, une semaine, 10 jours dans un pays, mais s'imaginer faire juste être chill, détente, rien, pas découvrir quand on reste 3, 4, 6 mois, voire un an, je pense que c'est très long. Donc pour moi, c'est important de s'intéresser et de proposer des activités là, que les étudiants internationaux aussi puissent profiter et participer. Et du coup, nous, notre objectif, c'est de diversifier. On va dire, on a 3 thématiques culturelles qu'on essaie de toucher, 3 grosses familles culturelles qu'on essaie de toucher. On a tout ce qui est culture artistique. Donc ça va être à travers nos partenariats avec les théâtres, avec l'opéra, avec les musées, ou leur offrir l'opportunité de découvrir cette chose-là. C'est toujours marrant quand on voit un étudiant, on leur propose une sortie à l'opéra. Ils n'ont jamais fait ça de leur vie. Pour eux, c'était un truc inimaginable où ça coûte une blinde ou un truc comme ça. Et nous, on leur propose, on a généralement des tarifs soit hyper abordables, soit c'est gratuit, carrément. Donc, c'est une belle entrée dans ce domaine-là. Une autre grosse famille qu'on a, c'est surtout tout ce qui est culture et tout ce qui est patrimoine. Donc, tout ce qui est monuments, visites guidées, on essaye de leur faire aussi découvrir cette partie-là historique, plus historique de là où ils se trouvent. On organise pas mal de visites de Dijon, pas mal de visites aussi autour de Dijon, mais aussi partout en France. On les emmène à Lyon pour la fête des Lumières, on les emmène à Strasbourg pour le mois de l'Europe, on les emmène à Paris, mais Paris c'est très compliqué, donc on n'a pas abandonné là-dessus. Mais on essaye de aussi leur faire découvrir d'autres environnements qui représentent aussi la culture française. Et la troisième famille vraiment d'activités du coup qu'on met en place, c'est tout ce qui est interculturel. Et comme on en parlait, c'est vraiment créer cet échange-là et faire en sorte que les étudiants internationaux puissent aussi apporter quelque chose. On avait avant le Covid, on va voir si ça peut reprendre à la rentrée prochaine, on avait des ateliers de théâtre. Les étudiants internationaux pouvaient aussi participer, avoir des cours, pouvoir découvrir cette partie-là et puis potentiellement créer quelque chose qui leur ressemble. On avait aussi pas mal d'actions juste de contact, de lien. On a un événement qui s'appelle le Café des Langues qu'on organise tous les mois. Où à chaque fois autour d'une thématique, on essaye d'apporter la vision des différents pays sur cette thématique-là pour tout le monde, que ce soit étudiants français ou internationaux. On peut faire autour de Noël, autour d'Halloween, autour des thématiques plus construction européenne, vision du monde, des choses comme ça, plus générales. Et voilà, on essaye de proposer ces 3 grandes familles d'activités. Il y a des gens qui sont intéressés par une ou par toutes, et il y en a qui sont intéressés par rien du tout. On va pas les blâmer non plus. Mais pour moi, c'est très important. Et de mon passé à moi, quand je suis parti à l'étranger, j'ai pu profiter, j'ai pu découvrir, et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, on essaie de redonner la même chose. D'accord. C'est super. Et on se rend pas trop compte, mais Dijon est un campus qui accueille beaucoup d'étudiants étrangers. Alors, à Dijon, niveau étudiants, juste à l'université, il y a à peu près 35 000 étudiants. Avec toutes les autres écoles, on est autour de 40-45 000 étudiants.
Et il y a environ 2 à 3 000 étudiants internationaux tous les ans. Donc ça fait pas mal de monde. On les touche pas tous, heureusement, je pense pour nous. Mais on essaye d'accompagner au maximum. Donc en moyenne, on va dire 1 millier d'étudiants qui participent à nos activités, qui nous suivent et qui adhèrent ou non, mais en tout cas qu'on voit assez régulièrement. Une belle asso. Plein de beaux projets. Est-ce que d'ailleurs, parmi tous ces projets que met en place ESN, il y en a un qui t'a particulièrement marqué ou que tu es particulièrement fier? Tu aimerais nous raconter un petit peu? Alors, au niveau des activités qu'on aime bien porter, on aime bien surtout défendre tout ce qui est idée de la mobilité internationale. Comme j'ai dit, la mobilité internationale, c'est partir à l'étranger, profiter, mais apprendre des choses, découvrir des nouvelles cultures. Et on essaye de défendre cette partie-là. On organise des projets dans le cadre de l'université européenne dans lequel notre université fait partie, qui regroupe 9 universités partout en Europe. Et on essaye de monter des projets et surtout de défendre l'idée que la culture, c'est important. Quand on organise des petits rassemblements d'étudiants de différentes universités pour une semaine, on leur fait des ateliers, on leur fait des cours, mais surtout on leur permet d'aller découvrir des choses. Événement qui marche plutôt bien et dont nous on est très fiers, c'est tous les semestres on organise un voyage à Beaune. Nous en Bourgogne, le vin c'est sacré et leur permettre de découvrir cette partie-là et surtout de désacraliser cette chose-là. Pour eux, le vin, le Bourgogne ou des choses comme ça, c'est un truc de fou. On leur dit bah non, c'est accessible, voilà, on va vous faire découvrir ce que c'est, d'où ça vient, comment ça marche. Et ouais, on est assez fiers de cet événement qui regroupe quand même pas mal de monde. Que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bien sûr. Mais avec modération. Oui. Et tu as l'impression que ce projet, il a un gros impact, il est bien valorisé dans le monde de la culture généralement ou... Alors, ce projet-là est, on va dire, connu, en tout cas au niveau, à notre niveau, au niveau de l'université, au niveau des choses-là. On va pas suffisamment, de mon point de vue, pas assez valorisé. Aussi au niveau des institutions qui s'intéressent quand ça les touche directement, mais à côté de ça, qui vont pas forcément voir ce qu'on fait. On essaye quand même de montrer. Et tous les ans, on a la chance de co-organiser avec la ville de Dijon l'accueil officiel des étudiants internationaux. Donc on est là devant pratiquement tous les étudiants, un millier d'étudiants, où on leur présente tout ce qu'on propose. Et là, la ville nous aide, nous appuie, nous accompagne. Ça nous permet aussi de nous valoriser auprès des institutions ce qu'on fait et ce qu'on propose aux étudiants toute l'année. Mais à côté de ça, quand on organise des activités culturelles, ça va être surtout l'institution culturelle qui nous accompagne, qui va valoriser ça et ça va être reconnu à leur niveau. Et ils sont très contents d'accueillir les étudiants internationaux à ce niveau-là. Mais oui, on aimerait bien pouvoir briller encore plus, on l'espère, dans le futur, pouvoir faire mieux. Il n'y a pas de raison. Et donc, on vient d'avoir un petit peu ton retour d'expérience. Est-ce que tu peux nous dire si ton engagement t'a permis d'acquérir des compétences, notamment sur un point de vue personnel, mais aussi professionnel? Oh beaucoup. Le travail que j'ai actuellement, c'est grâce à mon engagement associatif. À la base, j'ai fait des études en technologie de la communication. Donc, j'ai été, on va dire, très technique. Ma spécialisation, c'était l'image 3D. Donc, j'étais destiné à faire des films d'animation 3D ou des jeux vidéo. Et au final, partir à l'étranger, ça m'a ouvert à autre chose. M'engager à ESN derrière, ça m'a permis de développer des compétences dans tout ce qui est gestion d'action, des gestions institutionnelles aussi. J'ai eu pas mal de responsabilités pendant mes 5 ans. Et vu les interactions que j'ai eues, vu le travail qu'on a pu fournir, ça m'a appris des choses et ça permet aussi de faire valoriser ce que je sais faire. Et on m'a proposé de travailler au niveau de l'université, quelque chose que j'aurais jamais pu faire si j'aurais pas été à ESN. Okay. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui hésite à s'engager dans une association? La chose que j'ai envie de dire généralement, c'est profite. Si tu as envie de faire quelque chose, si tu as un intérêt, même un intérêt minime dans n'importe quelle chose, tu trouveras forcément une association qui va te permettre de développer. Que ce soit les langues, que ce soit le sport, que ce soit l'art, peu importe, il y aura quelque chose qui va te permettre de développer ton intérêt et te développer personnellement et développer tes compétences. Donc généralement, ce que je dis quand on essaie de recruter des nouveaux bénévoles, c'est qu'est-ce qui t'intéresse? C'est vraiment la première question qui me vient en tête. Et j'essaie voilà, de les guider un minimum, de leur dire voilà, nous on peut faire ça, si tu as envie de faire ça, on développe telle chose, on développe tel programme. Et être curieux, c'est quelque chose qui du coup m'a aidé moi, arriver en première année à l'université et se dire ok, on a des centres d'intérêt, on n'a pas eu le réflexe de regarder ce qui existait déjà,
Mais ce que j'ai envie de dire, surtout aux nouveaux étudiants, c'est intéressez-vous, regardez, même sur le site internet de l'université ou de l'école à laquelle vous êtes, regardez la liste des assos. Il y a forcément quelque chose qui peut être intéressant. Et puis, allez-y. Posez une question. Pas non plus s'engager directement, mais juste poser des questions. Et ça permet du coup, potentiellement, d'ouvrir un beau parcours par la suite. Et tu en es la preuve. Eh ben, merci beaucoup Rémi pour ces belles paroles de conclusion. Merci à vous. Je vais laisser la parole aux filles d'AnimaFac pour les prochains intervenants. Et encore merci de nous avoir présenté tout ça. Merci. Merci Samy. beaucoup. Alors maintenant, on va accueillir sur le plateau Benjamin de l'association Lyon 2 eSport ainsi que Camille de Lyon Powerwater. Alors bonjour à vous deux Bonjour. Bonjour. et bienvenue sur ce plateau. Donc, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, vous présenter un petit peu votre asso, votre domaine d'études? Vas-y. Donc moi c'est Benjamin, je suis en 2e année de licence MIH à l'université Lyon 2 et je représente l'association Lyon 2 eSport qui est là pour aider les étudiants à s'investir dans le milieu du jeu vidéo et à participer à des compétitions dans le domaine universitaire. Et moi, c'est Camille. Je suis la coprésidente de Lyon 4Water. Alors, j'étais en études d'histoire, fut un temps, à Lyon 2. Je le suis plus actuellement, mais Lyon 4Water est bien une association étudiante. Nous, en fait, on part du principe qu'on est passionnés tous par quelque chose et on souhaite partager cette passion et le faire pour une cause. Nous, c'est la cause de l'eau. Donc, on propose des cours de danse latine et également des cours de langue. Et tout ça au bénéfice d'une ONG qui s'appelle WaterAid et qui participe justement à l'accès à l'eau potable dans le monde, à l'assainissement et à la sensibilisation sur l'hygiène. D'accord. Merci beaucoup. Et tu nous as parlé d'une passion. C'est vraiment la passion qui t'a poussé à t'engager ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Et de ton côté, Benjamin aussi, qu'est-ce qui vraiment t'a poussé à t'engager? Ouais, la passion, en fait, je savais déjà danser la salsa avant de connaître Lyon 4Water et je me suis dit: «Ah bah, ce serait quand même un chouette endroit pour continuer à pratiquer la salsa» et en fait, c'est vrai qu'on est entouré de personnes, en tout cas les personnes qui me donnaient les cours, des personnes qui sont passionnées, qui en savent tellement là-dessus et c'est vraiment enfin, je me suis vraiment sentie à l'aise et un endroit où je pouvais justement partager cette passion. Et pour ma part, c'est vrai que quand je suis arrivé à l'université, moi j'étais toujours passionné du jeu vidéo depuis je suis très, très jeune et ma première réflexion, c'était de me dire: «Est-ce qu'il y a des gens qui représentent le milieu du jeu vidéo au sein de l'université?» et j'ai vu que l'association Lyon 2 eSport était déjà là et du coup, j'ai décidé de m'investir dès la L1 en tant que trésorier, où j'ai pu porter des projets un peu intéressants pour moi et là, c'est que cette année où je suis devenu président grâce à ma passion du jeu vidéo en général. D'accord. Et du coup, vous avez l'impression que cet engagement, il vous a apporté des compétences supplémentaires à ce que vous aviez déjà avant de vous engager? Clairement, moi je sais que, bah, de par mon engagement quand je suis, devenue bénévole, à Lyon 4Water, je suis notamment devenue, professeure de danse. Et je dois dire on n'est pas déjà lâché tout seul, mais justement, ça m'a fait travailler bah, tout ce qui est le côté pédagogique. Enfin, j'avais jamais donné de cours avant de quoi que ce soit. Et là, bah, il faut essayer de partager sa passion et comment est-ce qu'on le rend le plus pédagogique. Ça a aussi permis de travailler la patience et puis ça a aussi permis de développer plein d'autres choses. Bah, déjà, rien que au niveau de la danse, je me suis aussi pas mal améliorée grâce à l'assaut. Je pense, j'ai développé pas mal de compétences. Alors lesquelles exactement, c'est compliqué de dire parce que dans la présidence, on fait beaucoup, beaucoup de choses. J'ai développé l'aspect communication, que ce soit sur les réseaux, et cetera. Tout ce qui va être un peu pédagogique aussi, parce que transmettre une passion, c'est à des gens qui n'y connaissent rien, mais qui veulent s'intéresser. C'est compliqué de synthétiser ça de manière dont nous on en parle en fait. Donc c'est un aspect assez pédagogique aussi. Et Et ouais, ça m'a aidé aussi à créer un réseau par rapport à d'autres associations, la fédération dans laquelle on est et globalement, voilà, c'est assez général comme c'est une
prise de conscience par rapport à soi-même. D'accord, merci. Donc, on va commencer avec une question un peu plus spécifique sur toi, Benjamin, à laquelle tu pourras rebondir. Donc, on voit que le e-sport prend de plus en plus d'ampleur d'année en année. Est-ce que tu penses que le e-sport et l'univers du jeu vidéo en général sont bien considérés dans le milieu de la culture? Alors, dans le milieu de la culture, malheureusement, c'est encore considéré comme le jeu vidéo en tout cas, c'est encore considéré comme quelque chose d'assez nocif, en tout cas par les anciennes générations. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup d'études, etc., qui ont été menées par des gens qui ne pratiquaient pas la passion qu'on peut avoir, euh, comme quelque chose qui pouvait rendre violent, qui était addictif, etc. Et au final, on se rend compte avec au fur et à mesure des années, pardon, que c'est quelque chose qui peut être même bénéfique, que ce soit d'un point de vue même du cerveau, en fait. Ça permet par exemple d'améliorer l'acuité visuelle. Sur les enfants, j'ai envie de dire en bas âge, mais pas tant que ça peut aider à favoriser la représentation de l'espace, etc. Donc aujourd'hui, c'est encore mal vu, même si il commence de plus en plus à se développer, parce que par exemple pendant le confinement, il y a eu un espèce de boom entre guillemets du jeu vidéo entre les gens qui jouaient à des jeux comme Among Us. Je pense que beaucoup connaissent ce jeu. Et en fait, ça a permis de rapprocher les gens dû au confinement, en fait, et empêcher l'isolement des gens. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on se rend compte que même au niveau du domaine de l'e-sport, qui est encore un domaine de niche par rapport à d'autres sports compétitifs comme le foot, le basket, etc., et ben on se rend vite compte qu'en fait, les moyens utilisés pour le domaine de l'e-sport sont peut-être même plus grands que ceux du football. Et ce qui fait que malgré le fait que ce soit mal vu, bah, derrière, il y a des acteurs qui sont là pour rendre l'e-sport intéressant et tout public. Euh, voilà. C'est... Dans l'idée, c'est mal vu, mais il y a une grosse évolution qui est en train de se faire, même avec des acteurs des anciennes générations qui se rendent compte de la puissance du jeu vidéo, en fait, que ce soit même dans le monde actuel par rapport à l'histoire. Moi, j'ai un exemple très intéressant sur quand la cathédrale Notre-Dame a brûlé. Il y a des modèles 3D de la cathédrale Notre-Dame d'un jeu qui s'appelle Assassin's Creed Unity qui ont été utilisés pour aider à la reconstruction de la cathédrale. Et on se rend compte qu'au final, bah, le jeu vidéo peut apporter tellement au monde d'aujourd'hui que bah, y a une évolution qui se fait. Ouais. D'accord, merci. Et je m'y connais pas trop dans le milieu du e-sport, mais aussi maintenant les équipes de foot professionnelles Commence à développent une section e-sport. absolument. Bah, il y a une grosse équipe là qui a fait pas mal de bruit récemment, il y a quelques années, j'ai envie de dire, qui est le PSG eSport, qui a développé son côté e-sport pour en partie surfer sur la vague de la nouveauté, entre guillemets, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a une vraie prise de conscience de la puissance du domaine et des capacités qu'il faut, parce que malgré tout, même si c'est pas encore considéré comme un sport, bah en fait on voit des jeux comme les échecs ou même le billard qui sont considérés aujourd'hui comme des sports depuis une trentaine d'années, je dirais. On sait qu'il peut y avoir une évolution là-dessus, et nous, c'est tout ce qu'on attend en tant qu'acteur du monde, par exemple, que l'e-sport soit représenté aux Jeux Olympiques. Ça, ce serait le rêve de beaucoup d'acteurs. Mais c'est vrai que il y a une grosse prise de conscience. On voit beaucoup de villes qui investissent dans l'e-sport, même Lyon. Nous, on a une association qui est anciennement l'association e-sport de Lyon 3, qui a un agrégat avec l'Université de Lyon pour rendre l'e-sport accessible à tous dans les universités de manière au niveau de leurs études. En fait. D'accord, merci. Du coup, toi, Camille, est-ce que tu connais un peu cette pratique et est-ce que tu la connais assez pour nous dire s'il y a un poids au niveau culturel d'un point de vue extérieur? Alors oui, je connais, l'e-sport. J'ai un petit frère qui est, très dans les jeux vidéo, donc j'ai pu en entendre un petit peu parler. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui, quand on va dire les 20-30 ans, c'est quelque chose nous, on connaît, on a grandi avec les jeux vidéo, même si c'était, je sais pas, Adibou ou Pokémon, en fait. Mais c'est des choses que, voilà, on a grandi avec et pour nous, bah, en fait, c'est pas quelque chose qui va nous quitter.
je sais que je joue encore un peu aux jeux vidéo. Mon copain également joue aux jeux vidéo. Même mes parents, enfin, je veux dire, ils jouent sur leur téléphone. C'est bête à dire, c'est aussi des jeux vidéo, même s'ils jouent à la belote ou à Candy Crush, en fait. Donc, je pense qu'il faut juste prendre conscience, effectivement, que les jeux vidéo sont avec nous aussi dans notre vie et que ça mérite aussi une place dans la culture. En tout cas, ils méritent ouais, voilà, on puisse les découvrir et que ça perde peut-être, comme tu disais aussi, ce côté de c'est mauvais pour les enfants, c'est mauvais pour votre santé. Non, ça peut aussi apporter beaucoup de choses. Tout à fait d'accord. C'est dans l'air du temps. Exactement. Maintenant, on va passer à une question un peu plus spécifique pour toi, Camille. Comment, avec Lyon Farwater, vous réussissez à mêler à la fois des prestations artistiques, donc la danse, des cours de langue et permettre la solidarité internationale, du coup, avec l'ONG WaterAid? En fait, nous, à Lyon for Water, on n'est pas un concept, on va dire, original. On a un concept original en France parce qu'on est les seuls, mais on n'est pas les seuls ailleurs. D'ailleurs, For Water, c'est un mouvement qui a été créé à Glasgow, en Écosse, en 2009. Donc ça remonte quand même un petit peu. Et en fait, c'est parti dans la tête d'un mec du nom de Sam. Qui s'est dit je sais danser la salsa, c'est un truc que je kiffe faire et j'ai grave envie de le faire découvrir aux autres, mais je vais pas le faire pour moi, en fait. Je peux faire du bien autour de moi. Et en fait, c'est comme ça qu'il a monté Salsa for Water. À la base, ça s'appelait comme ça, où il donnait des cours de salsa et il a choisi l'ONG WaterAid pour justement reverser les bénéfices. Donc en fait, c'est comme ça que ça se construit aussi à Lyon. Nous, on propose des cours de danse. Donc on a de la salsa, de la bachata. À un moment, on a eu de la kizomba. Et ça peut au final s'ouvrir à plein d'autres danses. Et en fait, les gens s'inscrivent à nos cours comme on pourrait s'inscrire pour n'importe quelle école de danse. Et l'argent que nous, on récolte pour ça, eh bien, on reverse 100% intégralement à l'ONG WaterAid, qui est une ONG britannique. Ça se comprend du coup parce que ça a été créé au Royaume-Uni. Et on fait aussi en fait, de la même manière pour les langues. Les langues, pour nous, c'est beaucoup plus récent parce qu'on a monté ça il y a peut-être 2-3 ans. Avec des cours d'anglais. Cette année, on a aussi des cours d'espagnol et aussi on a des cours de français langue étrangère pour éventuellement les étudiants qui arrivent faire leur année d'Erasmus à Lyon et qui veulent justement avoir un cours d'anglais. Un cours de français, pardon, pour un petit peu s'améliorer. Et nous, c'est ce qu'on essaye de proposer. Et ensuite, voilà, on essaye de mêler solidarité internationale avec ces cours-là. Et on a aussi un autre volet, c'est que pour une cause, mais ce serait bien que les gens soient au courant en fait du fait que eh bien il y a dans plein de parties du monde des personnes qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès à des toilettes, qui n'ont pas accès de manière générale aux choses de base d'hygiène. Pendant le Covid, on en a beaucoup parlé, mais si on n'avait pas eu de savon et d'eau, ça aurait été très compliqué. Mais il y a des personnes bien pour qui c'est pas le cas. Et donc, on participe aussi à sensibiliser nos adhérents, les personnes qui viennent prendre des cours avec nous. On essaye le plus possible de leur rappeler que l'eau, c'est quelque chose d'important qu'il faut en prendre soin et qu'il faut essayer de l'économiser et surtout essayer de faire, parce que c'est un peu un droit humain aussi, l'eau, que tout le monde puisse y avoir accès. C'est vrai. Et justement, WaterAid, est-ce que c'est axé sur certains pays en particulier ou c'est dans la globalité, les pays défavorisés? Alors non, WaterAid, ils agissent vraiment dans tous les pays. D'ailleurs, ils mettent aussi un point d'honneur à dire que c'est pas que on va dire dans d'autres pays, on peut imaginer en Afrique, en Asie et tout, mais même aussi en Europe, il y a des personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et qui vivent dans des endroits qui sont insalubres, même en France. Il y a des personnes qui vivent à la rue et qui n'ont pas accès à l'eau potable. Nous aussi, on essaye justement de parler de ce genre de problème. Après, avec WaterAid, on a une relation qui est un petit peu spécifique, du coup, parce qu'au début, ils ne savaient pas qu'on existait, et puis au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'on était là, parce qu'on est une dizaine de For Water, en tout cas en Europe. Et en fait, ils nous ont proposé de choisir un projet sur lequel on voulait participer. En fait, eux m'ont donc justement de table, de sensibilisation et ce genre de choses. Ils proposent en fait 3 ans, leur projet dure 3 ans, de s'intégrer dans un projet, c'est-à-dire
tout l'argent qu'on va donner pour Waterhead de la part de tous les forwarders, on sait où il va. Et eux, ils font des rapports chaque année. Et donc, par exemple, là, on a le projet Madagascar qui va bientôt prendre fin. Et donc, on sait que voilà, on a participé à toucher via ce projet plus de 8000 personnes, je crois, à Madagascar. Et ils vont bientôt nous proposer un autre projet, j'imagine. Et là, ce sera à tous les volontaires de Forwater de choisir. D'accord. Et Benjamin, si tu veux rebondir un peu à la question qui a été posée à Camille au départ, est-ce que tu penses qu'on pourrait mêler l'e-sport avec la solidarité internationale? Bah, à vrai dire, c'est déjà le cas en fait. Il y a des gros projets, des gros événements caritatifs dans le domaine du jeu vidéo, pas que de l'e-sport, mais en partie, comme le Z-Event ou Battle for, qui est un événement un peu plus de niche, par exemple, enfin qui lutte pour des causes comme là l'édition de cette année, enfin de l'année dernière, pardon, du Z-Event, c'était pour Médecins sans frontières, et ils ont levé plus de 10 millions d'euros de fonds en l'espace de 48 heures. Ce qui est une somme gigantesque par rapport à ce que peuvent apporter, enfin, faut pas faire de comparatif parce que dans tous les cas, c'est des événements caritatifs, donc c'est pour la bonne cause. Mais un événement comme le Téléthon, qui est là depuis quand même une bonne dizaine d'années, que tout le monde connaît, et bah, malgré tout, on se rend compte de la puissance du jeu vidéo et de la puissance de la communauté du jeu vidéo qui est là aussi, pas que dans leur niche, devant leurs ordinateurs pour jouer aux jeux vidéo, mais aussi pour aider des causes. Là, du coup, récemment, on a même eu une campagne pour le SIDAction, qui a duré pareil 48 heures et qui a levé 175 000 euros de fonds. Et en fait, on se rend compte qu'au final, il y a beaucoup d'acteurs aussi du jeu vidéo qui sont là pour lutter pour des causes importantes. Le Z-Event, ça fait 4 ans que c'est là. Ils ont fait l'Institut Pasteur, ils ont fait la Croix-Rouge, je crois, pour quand il y a eu l'ouragan Irma, pour justement aider les victimes, pour lever des fonds pour ces victimes. Et en fait, on se rend compte que c'est quelque chose qui est quand même ancré dans la communauté du jeu vidéo parce qu'on a dépassé des records énormes, par exemple avec le Z-Event de l'année dernière. Je crois, enfin, de ce que m'a dit Pimi. Non, oui, c'est ça, j'avais oublié, excuse-moi. C'est un des événements qui a levé le plus de fonds au monde. 48 heures. Je crois, hein, ça se Je trouve, je crois dis des aussi. bêtises. Mais c'est fort probable. En tout cas, sur Twitch, parmi tous les événements caritatifs qui sont passés, c'est l'événement français qui a rapporté le plus en un temps super réduit pour une cause juste. Et c'est 52 streamers de jeux vidéo qui sont là quasiment 24 heures sur 24, parce qu'il faut dormir un peu, pour lever des fonds pour une cause juste. C'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler et Et non. pourtant c'est Et des belles pourtant, causes. le président a fait un tweet par rapport à ça, mais je trouve que c'est trop peu par rapport à ce qu'ils peuvent donner de leur personne pour une cause comme ça. D'accord, maintenant on va rentrer un peu plus dans le cœur de vos associations. Est-ce que vous avez un projet dans lequel vous êtes particulièrement fier? Moi, je dirais pas un projet, mais en fait, moi, la chose dans laquelle je suis plus fière quand je suis dans l'asso, c'est de voir les personnes qui viennent prendre des cours avec nous et qui s'améliorent en fait. C'est-à-dire au début de l'année, on les voit, ils arrivent pas, surtout pour la danse, vu que j'étais professeur de danse, ils savent pas se débrouiller et on les voit là, à la fin de l'année, on peut sortir dans les bars latinos et danser ensemble ou même dans les événements qu'on organise et puis en fait de voir justement un peu cette passion qui s'éveille. Enfin ça enfin, C'est beau. c'est pas être fier, je sais Mmh. pas ce que c'est. Une belle satisfaction. Et pour ma part, je dirais que pareil, je suis pas fier d'un projet parce qu'en fait, malheureusement, l'asso était morte il y a 2 ans et du coup, je l'ai récupéré un peu. Et j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de projets dont je peux être vraiment fier. En soit, tous les événements auxquels mes adhérents ont participé, j'en suis fier parce que voir des gens qui s'éclatent devant le jeu vidéo, devant ma passion en particulier, ça me fait plaisir. Mais je dirais que je suis plus fier de l'association et de ce que j'ai pu monter avec mon bureau et de tout ce qu'on est en train de créer par rapport aux jeux vidéo au sein du monde étudiant. Donc que ce soit rendre accessible le jeu vidéo, donner des conseils aux gens qui veulent se mettre aux jeux vidéo mais qui n'ont pas forcément un très gros budget parce que malgré tout, c'est quelque chose qui peut coûter assez cher très vite. Et donc je suis fier de mes adhérents et de mon bureau et de ce qu'on a monté au fur et à mesure de ces 2 années et aussi de me dire que, par exemple, pendant le confinement, on était très présents parce que malheureusement pour les autres associations, on était une des rares associations à pouvoir créer du contenu et divertir les étudiants, on va dire, de l'université pendant une période aussi difficile que ça. Et on a réussi à empêcher, on va dire, l'isolement de certaines personnes en justement
en organisant pardon, des événements sur des jeux vidéo gratuits pour que tout le monde y ait accès et on a eu, plusieurs sessions à plus, de 50 personnes quasiment tous les soirs pendant le confinement. Justement parce que nous, on voulait montrer qu'on était là pour les étudiants et parce qu'on avait le pouvoir d'être là pour les étudiants. Merci beaucoup. Une petite question qu'on avait posée à Samy tout à l'heure. Qu'est-ce que vous diriez à un étudiant, qui souhaite s'engager dans une association? Comment vous le conseilleriez? Déjà qu'il hésite pas parce qu'on est étudiant une fois, enfin on peut l'être plusieurs fois on va dire, mais ça arrive on va dire qu'une fois dans la vie normalement et donc pour s'engager dans des associations étudiantes, c'est maintenant qu'il faut le faire. Faut pas trop se poser des questions, mais est-ce que j'aurai le temps avec les examens ou ce genre de choses? Généralement à chaque fois, c'est trop bien parce que c'est plein de rencontres, on fait toujours plein de rencontres. Moi je sais que j'ai encore des amis que j'ai rencontrés via les associations étudiantes. Et enfin ça c'est voilà, c'est maintenant qu'il faut le faire et qu'il faut pas trop se poser de questions. Et je crois que aussi justement Samy le disait tout à l'heure, faut aussi voilà, avec ses intérêts, et généralement les associations elles veulent toujours mettre en avant les intérêts de ces bénévoles. Je sais que nous aussi c'est un peu notre truc parce que on n'a pas eu que de la danse, on n'a pas eu que de la langue, enfin des cours de langue. Il y a aussi eu des événements parce on a eu des personnes qui étaient passionnées par exemple d'escalade et on a eu un événement d'escalade. On a eu aussi quelqu'un qui était sophrologue et qui a dit je veux clairement faire sophrologie for water. Enfin voilà quoi, il faut pas hésiter à se lancer. Il y a forcément une association qui est pour les étudiants quoi, enfin pour pouvoir se lancer. Je suis totalement d'accord. Je pense qu'il y a toujours une association qui correspond à chaque étudiant qui a envie de s'investir un minimum. Et puis même aujourd'hui, on a la possibilité de créer une association très simplement. Ça prend quelques démarches administratives, mais malgré tout, ça permet de s'investir aussi, peu importe, même hors du monde étudiant. Je pense qu'il y a tellement de possibilités. En tout cas, moi, je vois les associations à la fac, on n'est que très peu en fait. Et malgré tout, on a un pouvoir au sein de la fac, on a des possibilités qui sont énormes. Même une asso de jeux vidéo on est un peu une asso de niche par rapport à d'autres associations, mais on arrive à se montrer et à montrer qu'on est là. Et je pense que n'importe quel étudiant qui a envie de partager sa passion avec n'importe qui n'a pas besoin de réfléchir pour s'investir dans une association parce que c'est un bénéfice énorme d'un point de vue personnel, je trouve. Et c'est le bénéfice de pouvoir faire partager sa passion aux autres aussi. C'est vrai. Eh ben, merci beaucoup. On vous souhaite de bonnes continuations dans vos associations Merci beaucoup. respectives et des beaux projets à venir. Merci. Merci.